Bonsoir tout le monde, ça a l'air mieux. Euh, je vais vous reparler des coroutines. Je pense que tout le monde ici en a beaucoup entendu parler. Je fais un talk avec beaucoup de code. C'est essentiellement pour vous montrer presque un retour d'expérience sur comment Kotlin a amélioré la gestion de la concurrence en général dans VLC, parce que c'est le principal projet sur lequel je travaille. J'ai essayé de faire didactique. On va commencer par parler de moi, comme ça c'est fait. Du Kotlin. Je suis un peu près de mon nez, non? Donc je m'appelle Geoffrey Métet, je travaille chez Videolab, une entreprise de consulting sur VLC essentiellement. Donc en gros, Videolan sont essentiellement des gens de l'organisation Videolan. Et Videolan est l'organisation qui s'occupe, elle, de VLC. Donc Videolan c'est une loi 1901, donc pas d'employés quoi que ce soit, c'est volontaire. Et Videolab c'est l'entreprise notamment qui publie les applis mobiles, parce que pour les stores il faut des entreprises. Donc voilà, c'est tout pour moi, je recrute pas, merci. On n'a pas d'argent, donc ça vous intéresserait pas. Enfin, pour Videolan, si, pas de souci. Voilà. Donc je vais d'abord faire une partie réintroduction des coroutines avec en gros les bases, et ensuite on va parler des trucs plus sympas, plus les cas pratiques. Donc suspending versus blocking. L'idée générale des coroutines dans tous les cas, c'est de ne plus bloquer ni le main thread ni un autre. C'est de quand on fait une opération qu'on délègue sur un autre thread ou qu'on attend quelque chose, on attend et on ne bloque plus en attendant un résultat. Donc certainement le launch avec les nouveaux dispatchers. Donc le cas le plus simple pour lancer une coroutine, pour être dans un coroutine context et exécuter des fonctions suspend ou autres. WithContext par exemple qui va servir à préciser un autre contexte pour récupérer une valeur et la retourner dans le dispatch, dans le contexte courant. Ici, on utilise le dispatcher.io pour dans le thread pool IO récupérer par exemple un fichier et ensuite on est de retour dans le main thread Android pour afficher l'image. Le async également, un cas d'usage un peu différent, c'est quand on veut lancer les opérations en parallèle. Ici par exemple, on veut charger de deux différentes valeurs dans éventuellement deux dispatchers différents, voire peut avoir du calculatoire et de l'IO. Et une fois que ces deux valeurs sont prêtes, on va les utiliser. Et ça, en Java classique, c'est très dur à faire. Et ici, ça devient linéaire parce que le async renvoie un value est de type deferred, c'est l'équivalent Kotlin du futur. Sauf que, comme on est en Kotlin, au lieu de bloquer, le futur va juste exposer un await, ou dans ce cas-là, on attend. Et on resume quand la value est prête. Je vous ai rajouté les logos de suspend qu'on a dans IntelliJ aux appels bloquants. Le launch renvoie un job. Job est très utilisé parce que les coroutines peuvent en avoir un en parent, comme je vais vous montrer plus tard. Et idem, join. Le job join, c'est comme un thread join, sauf qu'on ne bloque pas. Je vais faire une petite introduction au dispatching parce que ça reste un peu obscur et ça explique un peu la mécanique des coroutines. Bon, je vais commencer par l'exemple. Ça, c'est la méthode Java Run on UI Thread du framework Android. Et elle illustre bien le dispatch. C'est que on a un runnable, on veut l'exécuter dans le main thread. Et là, on fait les choses intelligentes. C'est-à-dire qu'on vérifie. Si jamais on est déjà dans le main thread, on va l'exécuter directement. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Et si on n'y est pas, on va poster dans un handler ce runnable. Et le handler, lui, est sur la main looper. Et donc va exécuter le code dans le main thread une fois que c'est possible, parce que le handler a une file d'attente. Quand on poste dans un handler, c'est du dispatch, et sinon on exécute immédiatement. Et d'ailleurs, l'implémentation du dispatcher main en Kotlin, c'est un handler. Pour les autres, ce sont des thread pools, mais pour le main, c'est un handler. Et l'équivalent en Kotlin juste en dessous, donc c'est un launch avec soit le dispatcher main pour le dispatch forcé, ou alors avec le paramètre de undispatch pour exécuter immédiatement le code, mais
ce qui est garanti, c'est que si on résume, si on suspend, au resume, la lambda va resume dans le main thread. C'est ça la garantie du dispatcher main. Et c'est donc très important de garder à l'esprit que quand on fait un launch dispatchers main, on peut sortir de la fonction courante. Si on fait ça dans un onCreate et qu'il y a un suspend, comme le main thread est libre, le cycle de vie va continuer. Donc l'activity va rentrer dans onStart, onResume, etc. Et ensuite, on va resume nous notre coroutine et le bloc va finir de s'exécuter dans le main thread plus tard. Donc ça c'est le piège, c'est la chose à bien garder à l'esprit quand on utilise les coroutines. Depuis quelques semaines, on a une extension du dispatcher's main qui est immediate pour faire le check. Il fait le check lui-même. Par facilité. Maintenant les coroutines contexte, donc essentiellement le dispatcher qui peut être aidé d'autres éléments et qui va décider de où le code va être exécuté. Et quoi en faire? Ici on va définir un job et un exception handler. Le exception handler, bon, comme son nom l'indique, va catcher en gros les exceptions et on fait ce qu'on veut. Ça nous permet de gérer ça autre part et de déléguer la gestion des exceptions ailleurs. Et le job va servir de parent. Donc là, on lance donc un dispatcher's default, donc c'est le thread pool par défaut, auquel on ajoute ces deux éléments. Tout ça va être combiné dans le coroutine contexte. Et donc, toutes les exceptions levées dans ce bloc vont être gérées par le exception handler dans la fonction ici whatever. Et cette coroutine va avoir comme parent le job qu'on a précisé. Donc si on cancel ce job, on va cancel toute la coroutine. C'est extrêmement pratique quand on a une multitude d'opérations à faire et qu'on voudrait avoir un cancel centralisé. Ça se passe comme ça. On peut aussi le join, comme je vous ai dit tout à l'heure, ou combiner les deux. On arrête tout, on attend que ce soit fini, et une fois qu'on est dans un état qu'on connaît propre, on peut continuer. Tout ça, ça marchait plutôt bien jusqu'à il y a un mois. Et pour nous rappeler que Kotlinix, c'est donc launch, async et tout, c'est une bibliothèque expérimentale, alors que les coroutines elles-mêmes sont dans le corps depuis Kotlin 1.1. Donc tout ça, JetBrains nous a rappelé que Kotlinix était expérimental et a donc changé toute l'API. Et les fonctions sont les mêmes, mais la base, leur base a changé. C'est-à-dire que maintenant, elles doivent aussi, une coroutine doit être lancée dans un scope. Ce micro est très chiant. L'exemple que je vous ai montré tout à l'heure est un peu cassé, entre guillemets, c'est-à-dire que était un peu cassé. C'est-à-dire que si jamais une des deux valeurs qu'on récupère, enfin une des deux lambda qu'on va exécuter pour récupérer ces valeurs échoue, l'autre n'était pas annulé. Et on se retrouvait avec defer 1 et pas defer 2 ou l'inverse. Et ça donnait un état assez incertain pour use values. Dans le coroutine scope, on va solidariser entre guillemets toutes les coroutines, tous les children. Et ici, s'il y a un deferred, s'il y a un des async ne fail, l'autre n'est pas exécuté et on n'utilise même pas, on n'exécute même pas useValue. C'est pour, on a un petit niveau de complexité en plus avec ce scope à préciser, mais ça enlève pas mal de complexité sur la gestion des erreurs. On a aussi un supervisor scope si on veut garder l'ancien comportement et ne pas tout annuler en cas d'échec. Pour la transition, il y a un global scope de disponible, c'est un object, donc un singleton, qui permet d'utiliser un launch avec comme dispatchers par défaut, si on ne précise pas, le default. Donc le thread pool, qui est un function pool à partir de Lollipop si le device le permet. Et voilà. Par facilité, on peut aussi se définir un scope dédié à l'application. Surtout pour le travail sur l'UI, on voudrait un scope avec comme contexte par défaut le main.
Et ici, on peut ne pas s'embêter, on implémente coroutine scope et on délègue tout à global scope qui est déjà là, en overridant juste le contexte à utiliser, et on a ce qu'il nous faut. Si, j'ai oublié quelques... Mais non, pardon. Le launch en lui-même ne suspend pas. Ce serait le join qui va suspendre. Ou une fonction suspend dans le launch. Ici, par exemple, le scope, lui, le use values, oui, mais par exemple, le async tout seul, non. On peut implémenter ce coroutine scope dans une classe pour avoir justement une classe scopée. Ça nous permet à la fois d'avoir justement cette solidarité entre toutes les tâches. Donc, par exemple, si on fait ça pour un view model ici, si une des tâches dans une coroutine échoue, ça peut arrêter tout le travail du view model. Et on peut définir le dispatcher, ce qu'on veut utiliser de préférence. Donc ici, on va lui dire, nous, on a un view model, on veut travailler dans le main thread. Et en plus, comme vu tout à l'heure, on peut définir un job parent qui va permettre dans le unclear de vraiment finir proprement toutes nos tâches. Donc on a un petit niveau en plus, mais c'est assez pratique dans le contexte surtout du lifecycle. Donc a priori, cette API ne bougerait plus. Les Kotlin X, donc toutes ces librairies vont faire partie intégrante de Kotlin 1.3 et l'API devrait être définitive maintenant. En tout cas, dans le futur, il y aura de quoi migrer. Quelques notes, les coroutines limitent beaucoup l'intégration avec le Java, parce que le Java ne peut pas lui-même créer de contexte coroutine, et donc pas appeler directement de fonctions qui suspendent. En tout cas, ça empêche de récupérer des valeurs après un suspend dans du Java. L'idée, c'est beaucoup de confiner la mutabilité pour éviter des blocages. C'est-à-dire, c'est en gros ce qu'on fait avec le main thread dans quasiment tous les frameworks graphiques. C'est que toutes les opérations sur des views, par exemple, sont faites dans le main thread et c'est pas autorisé de les faire en dehors. Ça permet de garantir le bon ordre d'exécution et pas avoir d'accès concurrent. Et donc là, il faut se cantonner à ça avec des coroutines contexte, plus avec un thread, mais dans des contextes. Il existe la classe mutex aussi, qui suspend évidemment, mais on peut avoir, si on est attaché à cette mécanique, il n'y a pas de volatile en Java, mais il y a une annotation pour l'utiliser avec la JVM. Les coroutines sont plus légères que les threads, donc il faudrait éviter de faire des coroutines contexte d'un seul thread. Il y a un contexte unconfined qui, lui, ne va pas s'occuper du tout d'où on exécute le code. C'est-à-dire que le code sera systématiquement exécuté dans le thread courant. Et si on fait dedans un withContext avec dispatchers.io, par exemple, le code va continuer dans dispatchers.io. Donc on ne dispatche jamais avec celui-là. Et donc encore, oui, les coroutines sont pour attendre. Il faut absolument éviter les opérations IO dans le défaut dispatchers et dans le main aussi, évidemment. Ça. Il y en a un dédié à ça, qui sera peut-être dans le futur mergé avec le default, avec un mécanisme pour garantir qu'un thread est toujours disponible pour les opérations calculatoires. Donc voilà, l'intro est terminée. On va commencer par les trucs un peu plus sympas. En premier, je vais vous montrer avec un acteur comment on confine cette mutabilité, justement. Ici, c'est un exemple issu d'un adapteur de RecyclerView. J'utilise un actor pour exécuter toutes les mises à jour séquentiellement et donc garantir qu'on n'a pas de concurrence entre. Elles sont bien comme si elles étaient envoyées dans un handler, exécutées dans une file d'attente. Il a comme capacity conflated. Conflated, c'est que la liste d'attente a un seul élément et chaque nouvel élément écrase le précédent. Ça permet de dépenser, comme les gens de RxJava le font, c'est-à-dire que si on envoie 10 mises à jour simultanément, la première et la dernière sont exécutées et les 8 entre les deux seront complètement ignorées. Pour
pour des mises à jour de liste, c'est pertinent. Donc ici, vous voyez que la fonction update elle-même fait un offer à l'actor, c'est-à-dire qu'on l'envoie au channel la liste, qui s'en occupera quand elle le pourra. Et la liste, on peut au lieu de faire un select, on peut itérer le channel comme une liste, et donc récupérer ces listes d'éléments à mettre à jour. Voilà. Et l'exécution interne, on est dans un contexte de coroutine, donc on peut suspend. Ici, on fait un withContext pour la partie calculatoire, et ensuite on revient on utilise le dispatcher par défaut ici, qui serait évidemment pour un adapteur pareil le main. Donc on revient dans le main thread pour mettre à jour notre dataset et faire la mise à jour graphique. J'ai mis un deuxième exemple. Là, c'est plus pour la partie view model ou en dessous, un peu plus métier. Pour fournir les UI, la concurrence est assez compliquée à gérer, surtout qu'il y a beaucoup d'événements qui peuvent arriver, typiquement des mises à jour de la liste qui viennent de la base de données ou des événements utilisateurs qui demandent des refreshs. Et donc ici encore, on utilise le comportement de file d'attente pour éviter la concurrence. Comme ça, on peut tranquillement mettre à jour notre dataset sans qu'il n'y ait jamais d'accès simultané. Donc derrière, je ne l'ai pas mis dans ce slide, mais c'est une sealed class update avec filter, media update, media addition, etc. qui l'hérite. Donc encore juste un for pour itérer sur le channel et un when. Ça suffit pour lister toutes nos opérations. Et donc l'usage, c'est juste d'envoyer l'opération qu'il faut à l'actor. Et c'est géré. J'ai rajouté le upDetector send, parce que je ne vous en ai pas parlé avant. Si jamais on lui donne comme capacité une capacité limitée, avec le send, la liste est envoyée immédiatement si on a, l'action est envoyée immédiatement si la liste d'attente n'est pas pleine, et si jamais elle est pleine, le send suspend. Ça permet de gérer la pression derrière et pas envoyer trop d'événements si on est encore en train de les traiter. Autre chose d'assez intéressant, c'est de se greffer sur le lifecycle d'Android. Là ici, une activity ou un fragment peut implémenter le coroutine scope. Donc pour le contexte, pour avoir un job et aussi par an. Ici, on a un supervisor job pour faire l'équivalent du supervisor scope, c'est-à-dire que si on peut cancel ce job pour annuler tous les autres, mais on ne voudrait pas non plus qu'une action annule une autre qui pourrait être indépendante. C'est juste pour vous montrer l'exemple, c'est pas spécialement pour conseiller ça dans une activity. Alors encore, dans le onDestroy, on peut cancel toutes nos opérations. On peut aussi, de ce fait, avec une extension function sur les views, récupérer le coroutine context en testant si jamais notre contexte courant, donc l'activity de la view, implémente ce coroutine scope. On peut s'amuser à aller un petit peu plus loin. Ceci, c'est un exemple inspiré du guide de JetBrains. On peut se faire une extension function sur les views pour faire un set on click et lui passer une lambda. Et elle va traiter cette lambda avec un actor. Et donc on peut mettre en file d'attente toutes les interactions utilisateurs et passer facilement un monkey test par exemple. Et c'est pour les cas des utilisateurs un peu bourrins. On peut éviter un ANR en faisant une file d'attente très facilement et s'occuper tranquillement de ses actions quand il le faut. Ici j'ai mis un conflated dans l'exemple, c'est pas forcément ce qu'on voudrait. Parce que c'est comme ça qu'on aurait un bug du type de la calculatrice sur iOS qui loupe un plus et qui nous donne un plus 2 plus 3 égale 24. Parce qu'avec un completed, on peut louper des événements. Donc, soit on fait en unlimited ou en limited et il faut gérer le suspend. Mais en tout cas, l'actor permet cette séquentialisation. Et donc à la fin de cette fonction, on enregistre le listener qui lui envoie à l'actor, tout simplement. Et ici, je vous montre l'utilisation du AppScope de tout à l'heure.
pour rendre la fonction utilisable, même dans une activity qui n'implémente pas elle-même un coroutine scope. On peut utiliser les ARC components aussi. Par exemple, là, sur un lifecycle owner, on rajoute artificiellement une variable until destroy qui va justement utiliser le job parent, enfin, créer un job qu'on va utiliser nous en parent et écouter le lifecycle pour annuler ou undestroy encore. Donc ici, on n'a plus à s'en occuper côté activity, c'est fait tout seul, ou côté fragment, ou même côté service, parce que ça devient compatible avec tout ça, et même avec un custom lifecycle owner. Et du coup, on a juste à l'ajouter, comme on a vu tout à l'heure, on choisit notre dispatcher, plus notre until destroy, et on peut faire ce qu'on veut, ça sera annulé en temps voulu. Une partie beaucoup plus impressionnante, ce qui m'a le plus aidé, c'est de se défaire complètement d'une API de callback en passant par un channel. Donc là, pour le coup, on va linéariser des fonctions et plus rebondir d'un callback à l'autre. Le contexte de l'exemple, c'est l'API exposée par libVLC, que j'utilise moi dans VLC, qui est du browsing de fichiers et complètement asynchrone parce qu'on fait de l'IO. Donc on est complètement dans du callback. Donc on fait la request en précisant quel dossier on veut browser et on enregistre un listener. Et ce listener reçoit les nouveaux médias, enfin les médias à découvert, et un événement de fin quand on a tout le dossier. Ce qui rend une fonction comme un refresh ou un browse éclatée à 3 endroits différents. Je vous ai mis le cas le plus simple du refresh. Et là, c'est isolé dans un thread, mais je vous jure que c'est une horreur en vrai de maintenir des choses comme ça. Donc le refresh lui-même ne fait quasiment rien, il fait juste une requête. Et tout va se passer dans le refresh listener à 2 endroits différents. Donc on ajoute dans la liste qui est de fait une variable globale. Et ensuite le onBrowseEnd fait tout le boulot, il va essentiellement mettre à jour le dataset et lancer les opérations qui suivent. Et comme vous voyez, par subdirectories, par exemple, on va faire la même chose, mais en boucle sur tous les dossiers qu'on a découverts pour nous donner l'indication de contenu de combien de sous-dossiers de médias il a. Et donc ça a causé pas mal de bugs et énormément de travail et pas du travail agréable pour stabiliser, pour améliorer. Et donc avec un channel, on peut se passer complètement de tout ça. Donc là, c'est le channel, la variable globale. Les callbacks vont juste envoyer au channel les médias ou fermer le channel. Et tout se passe dans refresh maintenant. On initialise donc la liste, le channel, on fait notre requête et ensuite on itère comme tout à l'heure pour remplir notre liste. L'itération se finit quand le channel est closed et on met à jour notre dataset et notre parse directory. Comme on est de retour dans le main thread, parce que ça peut se faire dans un view model avec comme contexte par défaut le main. Et donc là, on a une fonction parfaitement linéaire, on n'a plus rien à préciser, tout se passe comme on veut. Ça change un peu tout. Et en plus, on est en Kotlin. On a des fonctions pour nous faciliter la vie. Par exemple, dans VLC, je dois un peu transformer le média tel quel pour l'ajouter dans ma liste. Donc on a un map-to sur les channels pour récupérer une liste avec les éléments comme on les veut. Et donc là, on gagne de la place. On met à jour directement le dataset avec le résultat de ce map-to. Et si on n'a pas de transformation, c'est encore plus simple, on a un toList et c'est fini. Donc ça, en plus d'économiser énormément de bloat de code, ça simplifie énormément le modèle. On voit l'ordre d'événements. On voit l'ordre des événements, tout est beaucoup plus clair et on trouve plus facilement des bugs.
Et honnêtement, les bugs disparaissent beaucoup en passant à ça. Je vais vous montrer un second exemple, plus compliqué dans l'implémentation. Là, on va utiliser Coroutine Core, même plus Coroutine Kotlin-X. On va créer une fonction suspend avec le suspend coroutine de base pour attendre le résultat d'un callback. J'ai pris l'exemple des appels REST avec Retrofit, parce que Retrofit c'est très bien, mais en Java classique, on est dans du callback, ou alors dans du synchrone. Donc classiquement, on a une request, et la request on peut appeler unqueue pour l'appeler de manière asynchrone. Donc, Retrofit va s'occuper de faire l'appel dans un thread approprié, et on reçoit, on enregistre un listener et on reçoit les callbacks de onFailure, onResponse, etc. Et on fait ce qu'on veut avec. Et on a le même problème que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va avoir un callback avec des méthodes un peu éclatées. Par flemme, on pourrait tout simplement utiliser un withContext et l'appel synchrone, ça marche très bien. Mais bon, on peut faire mieux. C'est un exemple qui sert essentiellement à comprendre le fonctionnement basique d'une coroutine, qui n'est pas si compliqué. Donc on va faire une fonction qui va wrapper les appels Retrofit et qui va donc suspendre et retourner tout de suite le type qu'on voulait. Enfin, directement le type qu'on voulait. Au lieu d'avoir des callbacks, au lieu de faire un withContext, on va juste l'appeler, avoir le résultat comme si c'était pas threadé. Donc, je vous ai grisé les parties les moins intéressantes. Donc on appelle une lambda, on appelle donc suspend coroutine, et on a un objet de continuation. C'est la continuation, donc on va poser et ensuite reprendre, resume. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a notre request, on appelle le enqueue pour la synchrone, qui est donc on va instancier un callback, et ce callback vont s'occuper de resume la coroutine quand le résultat est prêt, avec le résultat, ou alors de resume with exception si on a une exception, qu'on peut gérer comme on veut avec un exception handler, un try catch. Donc cette fonction, ça fait un peu bourrin parce qu'on a du inline, des types réifiés et compagnie, mais au final l'usage est très très simple. C'est que par exemple la fonction browse pour récupérer donc une liste de fichiers en réseau, on appelle retrofit suspend call avec en lambda la fonction de base de l'API REST, et à l'utilisation on peut mettre à jour notre live data directement, égal repo.browse le pass, et on a notre liste de fichiers, ça a suspendu, on a laissé le main thread tranquille entre les deux, mais c'est comme si tout était synchrone. Je l'utilise ça dans LC, pas avec Retrofit, mais avec notre Media Library, qui est donc la base de données des médias. Ici, c'est un screenshot d'une Android TV sur Oreo, donc il y a le nouveau système de channel. Et donc on peut avoir une preview des vidéos avant de lancer VLC, ce qui nous pose un problème pour récupérer justement le chemin de cette vidéo, parce qu'on a juste son ID. Et la Media Library, c'est quelque chose d'assez lourd à lancer, et on utilise un service pour avoir une notification qui prévient du chargement, dans les cas où ça prend du temps. Donc ce que je dois faire, c'est quand j'ai cette commande, si la Media Library est prête, c'est facile. Si elle ne l'est pas, je dois lancer ce service et attendre que ce soit prêt, et ensuite recommencer l'opération. J'ai fait exactement pareil, avec un test avant pour retourner facilement si même ma Media Library est prête. Et sinon, c'est exactement la même chose que ce que je viens de vous montrer, avec un seul callback. La Media Library est prête, on se désinscrit, et continuation.resume. On a ce qu'on voulait. J'utilise donc une lambda, mais sur le type Media Library, ce qui me permet d'appeler directement une fonction de la Media Lib. Et l'utilisation, c'est ça. Je veux récupérer mon média. Souvent, je suis dans le contexte, je dois préciser le contexte, justement, parce que c'est une extension function sur contexte pour starter un service.
Et je vais juste appeler getMediaID et ça va retourner mon média quand il est prêt, quand la média libre est prête en tout cas. Et donc je passe à une ligne au lieu d'un enfer à gérer avec en Java classique. Voilà, c'est en gros ce qui m'a le plus aidé. On n'a pas parlé encore des broadcast channels et compagnie. On peut utiliser par exemple les acteurs dans d'autres contextes. On peut utiliser ça. Si vous avez des presenters, vous pouvez utiliser un acteur pour passer des actions entre la vue et le presenter. C'est une API extrêmement flexible et qui s'intègre très bien et qui arrange beaucoup les problèmes de lifecycle sur Android et qui facilite grandement la concurrence en général. Vous aurez les slides, je vous ai mis en référence donc, deux guides de JetBrains donc pour la documentation officielle de Kotlin qui sont très bien faits. Et mon blog post qui est le support de ces slides, donc vous aurez tous les exemples dedans, et même un peu plus. Voilà, merci beaucoup. Des questions? Je vais passer le microphone juste. Est-ce que tu peux nous expliquer juste rapidement la différence entre le cas d'usage entre acteur et channel? Un acteur est à peu près un channel. C'est un espèce de wrapper sur un channel, mais c'est un send channel en fait. Voilà. Ces fonctions-là, vous avez channel offer. Vous pouvez utiliser un channel directement. C'est plus l'intérêt de l'acteur, c'est qu'on va l'initialiser avec tout ce qu'on veut, donc une capacity, le dispatcher, et pour voilà, et ça sert à. Dans notre cas, il va utiliser le coroutine context qu'on a. Donc si vous avez fait votre scope d'une activity ou d'un view model avec un job parent et compagnie, on a tout ça dans l'actor. Donc toutes ces opérations-là vont être annulées si on veut, etc. Je débute un peu sur le sujet, mais je voudrais juste savoir si c'est possible de spécifier la taille de trait de pool pour toutes ces opérations-là. Oui. Du thread. Genre, si on fait un Java, typiquement, on utilise un executor service. Ouais. L'executor service, on dit les politiques pour la réutilisation des threads, donc taille fixe, etc. C'est possible avec un dispatcher Oui, on peut faire notre propre dispatcher à partir d'un thread pool ou d'un executor service. Il y a des extension functions pour, donc on fait notre executor, on a, je ne me rappelle plus exactement du nom, mais on peut créer nous-mêmes notre dispatcher et mettre autant de threads qu'on veut. D'où ma remarque tout à l'heure d'éviter de faire des dispatchers avec un seul thread, parce que ça consomme beaucoup. Enfin, en tout cas, pas généralisé. On peut avoir un cas particulier qui le justifie, mais voilà. Mais oui, c'est très facile. On peut aussi faire un coroutine context à partir d'un handler. Et c'est comme ça que c'est fait pour je vous ai montré l'ancienne implémentation, donc l'ancien dispatcher UI qui est fait à partir d'un handler. Au niveau de la durée de vie des objets, le fait de les référencer dans une coroutine, ça change quelque chose? Je vous ai allégé le code pour les slides. Vous pouvez, ce qu'on fait, alors c'était surtout dans les exemples précis à la fin où on se désinscrit quand on a reçu l'événement qui va bien. Quand on se greffe sur le lifecycle, on peut désenregistrer tous les callbacks. C'est faisable. Là, je vous ai allégé pour que ça reste lisible. Idem pour Retrofit, on n'a pas les cas d'exception et compagnie. Mais complètement. Après, les views, par exemple, sont détruites dès qu'elles sont plus affichées. On peut compter un peu là-dessus aussi pour dégager les listeners. D'autres questions? Ok. Dans la présentation. Oui, c'est bon, t'entends. Dans la présentation, du coup, tu parles. Plus près, peut-être. Hein? Plus près. Dans la présentation, tu parles de coroutine et tu parles de Kotlin, enfin d'API expérimentale.
Ouais. Est-ce que tu peux juste dire quelle est vraiment la partie qui est expérimentale et quelle est la partie qui est... Oui, je m'en suis rendu compte un peu tard. Donc, ce qu'on a vu en toute fin, le suspend coroutine, vraiment le mécanisme de base, c'est dans Kotlin stable depuis 1.1. Et toutes les channels, les launch, WithContext, Async et compagnie, tout ça c'est dans Kotlin X, qui est une bibliothèque expérimentale, mais qui va être intégrée au final dans Kotlin 1.3. Donc tout ça va devenir stable plus... c'est bien ça? Et pas exactement? Non, c'est toujours une bibliothèque, mais plus expérimentale. Voilà. C'est-à-dire que Kotlin X, c'est juste la vision de JetBrains, Voilà. mais leur principe, c'est que dans le langage, il n'y a que le low level. Voilà. Donc on peut en faire ce qu'on veut, d'où le dernier exemple. Et aussi, je pense que maintenant, si tu veux les utiliser, tu n'es plus obligé à faire import Kotlin X.coroutine.expérimental. Tu vires juste expérimental et ça marche. Il y a un petit guide de Oui, migration. en Kotlin X, Ouais. quand En ils point vont de barre, passer ouais. en 1.0, on n'aura plus le même package name. Ouais. Voilà. Et l'expérimental aussi, c'était pour le côté de l'API peut changer. C'est complètement production ready. Il y a des bugs comme dans un peu tout, mais par exemple dans VLC, le diffutil adapter, c'est utilisé depuis VLC 3 au moins, peut-être même un peu avant, donc ça tourne chez des millions de personnes, il n'y a jamais eu aucun souci avec. D'autres questions? Super. Tu devras choisir quelles sont les 2 meilleures questions. C'est pas au jury de choisir? Il n'y a pas de jury, on n'a pas assez de thunes pour ça. Je me rappelle plus des questions, c'était sur Acteur Channel. Actor Channel, Trade Pool, expérimental, je voulais. T'as déjà eu le t-shirt? Je dirais l'expérimental parce que j'avais oublié de. Parce qu'il fallait que je dise. Et puis que c'est une notion assez intéressante. Et le thread pool aussi. Allez. Congrats. Bon, eh bien, merci à vous. Bonne fin de soirée.